en fait, c'est un métier où on apprend, tous les jours. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui des plans d'aménagement sortent encore à Casablanca avec des immeubles plafonnés à 3 étages. Mais pourquoi? Parce que le bien-être de l'habitant ne coûte pas cher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Archetype Podcast. Monsieur Noltin, ça va, vous allez bien? Très bien, Ça va? merci. Ça va, tu vas bien? Monsieur Noltin, déjà, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes architecte diplômé de l'ESA et vous exercez ici au Maroc. Vous avez une carrière de plus de 40 ans. Vous êtes un architecte, on va dire, plus qu'initié. Et aujourd'hui, Absolument. un peu et aujourd'hui, on aimerait bien discuter avec vous de plusieurs sujets, notamment et principalement la question de l'utilisateur. Le bâtiment, euh, en principe, il est fait pour un occupant, donc il devrait le servir, que ce soit sous ses plusieurs fonctions. Mais des fois, on se retrouve avec des bâtiments qui ne remplissent pas cette fonction, au Maroc et partout dans le monde. Et donc, on aimerait vous poser certaines questions vis-à-vis de ce sujet, mais avant ça, on aimerait bien que vous nous parliez de votre parcours, comment déjà vous vous êtes rempli de cette conviction et, euh, et votre parcours académique ainsi que professionnel. Merci, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler et de présenter un petit peu sa vie et son métier à des jeunes étudiants, parce que vous êtes encore étudiants. Exactement. Mais moi, je dis que l'architecture, en fait, il faut tomber dedans quand on est petit. Et dès qu'on commence sa première année d'architecture, on devient architecte, on est architecte. Après, bon, comme vous avez dit, on s'initie à des degrés de perfectionnement. Mais en fait, et vous avez eu la gentillesse de rappeler que ça fait plus de 40 ans que j'exerce ce métier. Mais en fait, c'est un métier où on apprend tous les jours. C'est un métier, en fait, l'expertise de l'architecte, en fait, augmente euh, chaque heure et à chaque journée qu'il passe sur son établi. Donc, en fait, un architecte, même après 40 ans, même après 50 ans de métier ou d'expérience, reste toujours un jeune architecte, un jeune apprenti. Donc, on est des éternels apprentis. Et je pense que quel que soit le degré de perfectionnement auquel vous arrivez, vous devez en tout cas avoir la conviction que vous êtes un éternel apprenti. Alors, mon parcours, bon, comme vous l'avez rappelé, moi je suis diplômé effectivement de l'École spéciale d'architecture de Paris en 1979. J'ai eu la chance à l'époque, il y avait des ateliers, donc je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu différent, le système est un peu différent d'enseignement dans cette école. Mais à l'époque, il y avait, bon, c'est une école qui était réputée être pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tendances. Et donc, moi, j'ai intégré un atelier qu'on appelait l'atelier Sens et Espace, d'accord, Ça se passe. qui était dirigé par Hervé Ballet, d'accord, qui était un architecte, donc qui était déjà assez ancien à Paris, qui était assez connu à Paris et qui travaillait sur les sens, sur la sensibilité. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est que l'architecture basée sur la sensibilité est une architecture peut-être poétique, romantique, mais qui n'est pas pragmatique ni pratique. Donc moi, je dirais que c'est un atelier qui se base, si vous voulez, sur la nature humaine, la physiologie humaine, la sensibilité humaine, parce que, comme vous l'avez dit en préambule, notre art s'adresse à des utilisateurs, à des êtres humains dont la base sensible est la même et sur lequel il faut travailler. Alors déjà, il faut la travailler en tant que nous, producteurs d'architecture. Il faut déjà se connaître. On peut appliquer le principe socratique du connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il faut se connaître déjà en tant qu'être humain d'abord pour pouvoir après parler à d'autres êtres humains et surtout concevoir pour eux des espaces dans lesquels ils seront bien, où ils ressentiront du bien-être. Donc savoir déjà ressentir du bien-être soi-même, premier travail, et après pouvoir diffuser ce bien-être à travers ses œuvres.
Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel moi j'ai grandi, hein, à l'école spéciale d'architecture, et j'ai grandi bien sûr dans mon cabinet depuis une quarantaine d'années, hein. Essayer de diffuser, de distiller, d'infuser, hein, ou d'induire, hein, du bien-être chez les personnes qui utilisent mes bâtiments. On a parlé de l'impact de l'architecture, de l'intérieur de l'architecture qu'a sur ses occupants, mais l'architecture c'est aussi une enveloppe externe et qui impacte, je dirais pas tout autant que l'intérieur, les gens de la ville, c'est de l'ordre de l'urbanisme. Alors comment vous pensez que l'architecte pourrait sculpter ces bâtiments de l'extérieur pour rester conforme au bien-être de l'humain, de l'ordre de l'urbanisme? Oui. Enfin, nous, on vient d'un pays où les médinas étaient un peu notre urbanisme, hein. Le principe de la médina, c'est quoi? C'est le principe, bon, d'un circuit interne, hein, un réseau, hein. C'est un Mhm. réseau un petit peu donc de veines, hein, hein, ou d'embranchements qui font que les gens puissent arriver à destination par un système de circulation, à pied, à dos d'âne, à dos de mulet ou de cheval, de moto aujourd'hui ou de voiture. D'accord. Et le principe était donc l'épiderme d'une maison, c'était une peau extérieure en fait qui cachait une vie matricielle à l'intérieur. On était la maison traditionnelle méditerranéenne d'ailleurs, hein, c'est pas du tout marocaine, hein. Marocaine, ouais. Elle est méditerranéenne, vous la retrouvez tout autour de la Méditerranée, même un peu plus loin, mais c'est pour des raisons climatiques et des raisons aussi comment on appelle ça, sociales, c'est-à-dire qu'une vie familiale, c'est une vie intime, elle n'a pas à s'exposer au regard et au bruit de l'extérieur, en tout cas, ou des passants extérieurs. Donc, partout dans le monde, hein, en commençant par le Portugal, en allant en Syrie et en revenant au Maroc, vous allez voir, toutes les médinas, vous avez des peaux, des épidermes totalement fermés, avec peut-être quelques saillies, hein, pour pouvoir faire rentrer un peu d'air et de lumière, avec peut-être des mouches arabiées. D'ailleurs, le principe des mouches arabiées, vous le retrouvez même au Portugal, hein, Mhm. et partout, hein. Pourquoi? Parce que ça donne sur l'extérieur. Donc on a à protéger l'intimité d'une maison. D'accord? Par contre, à l'intérieur de la maison, vous avez le jardin intérieur, le riad, le patio, etc. Et toutes les pièces sont ouvertes sur ce patio. On est bien d'accord. Apport de lumière, on est en contact avec le ciel, avec la nature, voilà, avec le climat, etc. Et à l'intérieur, en fonction de votre richesse, ben, vous avez des bassins, vous avez du célige, vous avez des orangers, vous avez des figuiers, etc. Mais à l'extérieur, vous avez un mur blanc avec Mhm. une porte et peut-être 2 ou 3 fenêtres. Et ça, c'est général. D'accord? Nous, on vient de là. On vient de là. Alors après, il y a eu le monde occidental. Le monde occidental européen. D'accord, qui a été, voilà, 17, 18, 19e siècle, début du 20e siècle, avec son système de colonisation, son système d'industrialisation et son système capitaliste, hein. Donc, il faut le dire, le système capitaliste fait que si quelqu'un est un gros industriel, d'accord, et quelqu'un gagne beaucoup d'argent, eh ben, il faut que tout le monde le sache. Parce que c'est bon pour son industrie, c'est bon pour son commerce. D'accord. Il faut que je montre à tout le monde que je gagne beaucoup d'argent pour en gagner encore plus. Je suis quelqu'un qui est puissant, qui peut inspirer confiance. Et dans le système dans lequel on vit, occidental capitaliste, eh ben, plus vous avez d'argent, plus vous avez de pouvoir et plus vous avez d'aura. Mhm. Hein, les 5 hommes aujourd'hui les plus influents du monde, voilà, c'est Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, on les connaît, hein, Ouais. c'est les 5, il y en a 5, hein, il n'y en a pas 6. Et peut-être un Chinois qu'on ne connaît pas encore, ou hein, le gars d'Alibaba, hein, d'accord, qu'on connaît. D'accord. Donc, c'est les hommes les plus riches du monde, les plus puissants du monde. D'accord. Et ce sont des gens qui vivent dans des maisons, effectivement. Bah, vous allez les voir, vous allez traverser, etc. Vous allez dire, tiens, bah, ça, vous allez voir, c'est la maison de quelqu'un de très, très riche, immensément riche. C'est le système capitaliste, hein, qui veut ça. Alors qu'à l'époque, bon, au contraire, les gens qui étaient extrêmement aisés, tu vois, qui vivaient vraiment parce que c'était des dynasties, c'était des familles qui étaient bourgeoises depuis très longtemps, etc., faisaient tout pour que passer la porte, aucun signe extérieur de richesse. Ouais. C'est le même enduit, c'est la même peinture à la chaux, hein, qui peignait toutes les maisons, d'accord. Dans les médinas de Meknès, Mrache, Fès, Tétouan, etc. Même au Portugal, en Espagne, etc. En Algérie, Tunisie, c'est la même chose, hein. Il y a une porte. Et la porte la plus discrète possible, mais quand vous rentriez à l'intérieur,
en fonction de La richesse du la peuple. richesse de la C'est les personne, de la matériaux noblesse aussi. de la personne, de l'ancienneté de la personne. Mhm. Vous aviez un palais, vous aviez une petite maison toute simple, etc. Mais c'était le même principe. D'accord. Et c'était voilà, c'était une sorte de discrétion pour protéger un peu l'intimité et la vie intérieure de la maison. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc donc le fait de la volumétrie extérieure, bon, c'est vrai que c'est un problème. Nous, en tant qu'architectes, heureusement, bon, il y a eu quand même l'école un peu suisse de ces dernières années qui nous a ramené peut-être à des choses plus minimalistes, Sobre, plus ça. sobres, etc. Plus fermées d'ailleurs. Hein. Les maisons sont beaucoup plus fermées, plus ouvertes vers l'intérieur, vers le jardin, etc. Et on se ferme à la rue. Alors qu'avant, bon, les gens faisaient des frontons, des machins, etc., des grandes fenêtres, etc., pour montrer à tout le monde qu'ils avaient les moyens d'avoir des grandes fenêtres. Mhm. C'est vrai, avoir une grande fenêtre coûte plus cher qu'avoir une petite fenêtre. Ouais. D'accord. Donc c'est un système économique, hein. C'est un système de représentation sociale qui fait que ben, voilà, l'architecture, effectivement, ou l'architecte est obligé de s'y soumettre. Alors il s'y soumet avec plus ou moins de bonheur, d'accord, en donnant plus ou moins de bien-être à ces gens-là, parce que bon, le but c'est quand même, bon, même si vous êtes extrêmement riche, ben, vous avez le droit au bonheur, hein, en tout cas de ressentir du bien-être hein, dans votre maison. Plus que les autres. Autant que les autres. Encore une fois, le bonheur n'a pas, heureusement, le bonheur n'a pas de prix, hein, ne coûte pas cher le bonheur. Hein, vous savez, C'est pas une compétition. voilà. Encore une fois, vous pouvez avoir des murs en or massif. Ouais. Si les murs sont mal calibrés, mal proportionnés, ben, voilà, la quantité de bien-être, c'est pas parce que vous êtes entouré d'or que le bien-être est. Oui. Alors que vous pouvez avoir une maison faite en paille, mais bien proportionnée, avec la bonne ouverture au bon endroit et les bonnes hauteurs, les bonnes proportions, vous serez heureux. Vous voyez, je veux dire. Donc l'architecte joue sur le vide. Hein. Il est pas. Alors, on peut construire. Bon, moi j'ai eu l'occasion de construire des maisons pour des gens très aisés, etc., qui ont coûté très cher, etc., avec des matériaux très chers, etc. Et j'espère bon que le vide, hein, qui coûte 0 dirham, hein, le vide dans lequel tout s'est inscrit à l'intérieur de tous ces matériaux très riches et très chers, leur ont procuré quand même du bien-être. Parfait. Donc, on avait trouvé que pendant une de vos rencontres avec Tel Quel, Oui. Ouais, que vous aviez évoqué le tabou de la hauteur, donc dans l'étalement urbain de nos villes marocaines. Oui, c'est vrai. On se demandait pourquoi ce tabou de la hauteur persiste-t-il encore dans nos villes marocaines et est-ce que ce développement, cet étalement urbain en largeur n'est pas au détriment des terres agricoles? Bah, tout à fait, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison de dire ça. C'est que moi, j'ai réagi, je réagis toujours d'ailleurs, hein, à l'étalement des villes. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'on puisse étaler nos villes au détriment justement des réserves agricoles. Hein, parce qu'on va se retrouver un petit peu comme les grandes villes européennes où il faut faire 50 km, 60 km pour trouver de quoi manger. Hein, vous avez les grandes villes comme New York, Miami, Los Angeles, qui sont des villes bon, qui sont à l'image bon, de l'étalement urbain à outrance. Bah, il n'y a pas de marché. Ouais. Il n'y a pas de marché. Le seul moyen de manger là-bas, bah, c'est d'aller dans un fast-food. Il faut vraiment avoir les moyens pour aller loin, pour À la acheter des périphérie, légumes, voilà, des carottes, des choux-fleurs, etc., naturels. Mhm. Et c'est dommage que le Maroc puisse encore vouloir étaler ses villes, alors que on pourrait, enfin toute proportion gardée, bien sûr, tout en gardant quand même de vue quand même le bien-être des gens, le bien-être des sociétés, des familles, s'élever en hauteur. Hein, je donne l'exemple de Dubaï, par exemple, qui est, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, une ville où il est réputé bien vivre. En tout cas, tout le monde veut aller à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'on vit bien à Dubaï. Bah, Dubaï a le même nombre d'habitants hein, que Casablanca, par exemple. Ils ont 5 millions d'habitants, hein, Casablanca. Casablanca a 350 km² et Dubaï a 35 km². Donc c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins. Ouais. Et pourquoi? Mais parce que, bon, bah, voilà, aujourd'hui, à Casablanca, en moyenne,
On est quoi? On est sur du rez-de-chaussée plus un étage. Même si tu comptes quelques immeubles qui aujourd'hui plafonnent à 20 étages, au CFC par exemple, etc. On est au maximum à 20 étages. 20 étages, il y a quoi? Il y a peut-être une vingtaine d'immeubles qui font 20 étages à Casablanca. Mais tout le reste, c'est quoi? On est sur du R+4, du R+5 et 95% de R+2. Hein, Casablanca, c'est du R+2, c'est du rez-de-chaussée plus 2 étages. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je préfère faire vivre. Je vis dans un appartement, que je sois au premier étage ou au 40e étage, C'est la même je chose. vis dans un appartement. Ouais. Je suis même Voilà. loin des bruits et de... Bah, en plus, oui, à la limite, oui, en plus, plus tu es en hauteur, plus l'appartement coûte cher. D'accord? Mais bon, allez, on ne peut pas tout transformer en 40 étages, mais au moins arriver à faire des plans d'aménagement. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui des plans d'aménagement sortent encore à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc avec des immeubles plafonnés à 3 étages. Mais pourquoi? Pourquoi 3 étages? Tu veux dire, pourquoi pas 6? Enfin, c'est quoi la règle? Tu veux dire, c'est quoi la Par règle? exemple, à Marrakech, la règle est de ne jamais dépasser la Koutoubia. Mais je ne sais pas en vrai Oui, pour mais ça, c'est Casablanca, bon, ça, comment. c'est des légendes, je crois. Hein. C'est des légendes. C'est des légendes. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne dépasse pas la Koutoubia. Tu veux dire, on ne peut pas. Marrakech, bon, elle a peut-être 1 million, 2 millions d'habitants, je ne sais pas. Mais dans 10 ans, elle va avoir 20 millions d'habitants. On va aller où? On va construire, on va atteindre Safi et Saouira, Ouarzazate. Et quoi? Pour aller venir à la Koutoubia, justement, quoi? On va prendre l'avion. Il faut prendre l'avion. J'habite à Marrakech, mais je prends l'avion pour aller faire ma prière à la Koutoubia. Tu veux, je veux dire? Non, je pense qu'il y a je sais pas, si on veut expliquer ça, bon, il y a peut-être sans doute il y a plusieurs raisons. Bon, il y a déjà la spéculation immobilière. Ouais. C'est sûr que voilà, la spéculation immobilière, moi je suis promoteur immobilier et c'est de bonne guerre. Hein. J'ai un peu d'argent, ben, je vais aller acheter des terrains agricoles pas trop loin de la ville. D'accord? Quelques dizaines d'hectares, quelques centaines d'hectares en fonction de mes moyens. Et j'attends que la ville grandisse, d'accord, pour pouvoir intégrer mes 100 hectares dans le périmètre urbain. D'accord? Donc, c'est un investissement intelligent. Hein. J'achète des terrains à 3 dirhams, à 2 dirhams. Voilà, et à un moment donné, je sais qu'ils vont rentrer dans le périmètre urbain et je fais une plus-value de 1000%, de 500%, de 300%. D'accord? Donc ça, c'était un peu la règle, un petit peu bon, de l'agrandissement de toutes les villes dans le monde. Hein. D'accord? Toutes les grandes fortunes se sont faites comme ça. Achat de terrains agricoles pas trop loin des villes. Intégration de ces terrains agricoles dans le périmètre urbain. Voilà. Augmentation de la fortune. Et rebelote, je replace encore mon argent dans une autre ceinture. Ouais. Et ainsi va la vie des promoteurs immobiliers. Mais bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux m'occuper du centre aussi, le centre de Casablanca. Si vous allez voir le centre de Casablanca, c'est un rez-de-chaussée. Bon, les Français ont construit, oui, à l'époque, dans les années 20, 30, ils osaient construire du 5 étages, dans les années 30, hein, les années 20. D'accord? Boulevard Mohamed V, c'est du 5 étages. D'accord? C'est courageux de leur part. Nous, non. 60 ans après, on est à R+2. 95% de Casablanca, c'est du R+2. D'accord? C'est pas logique. C'est pas logique. Moi, même, je m'en fous. 60 mètres carrés, 80 mètres carrés, un petit lopin de terre. Bah, monsieur Untel a envie de construire, je l'autorise à faire 5 étages. Non, il met un ascenseur et il met 5 étages. Pourquoi 2 étages? Tu veux dire, pourquoi limiter? Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison. D'accord? Après, on dit, bon, il y a parce qu'à un moment donné, on a dit, ah bon, on ne veut pas, parce qu'à Casablanca, on a dit, on ne pouvait pas dire la mosquée de Ain Dieb, qui, elle, culmine quand même à 200 mètres de haut. Hein, c'est un des plus hauts minarets, donc on ne pouvait pas faire la même chose que la Koutoubia. Ouais. Mais on disait, il ne faut pas dépasser la hauteur des palmiers. Hein, parce que Casablanca avait des palmiers, donc bon, mais tout ça c'est des légendes. Ouais, c'est des légendes. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de la spéculation immobilière. Ces décisions, ils sont prises au niveau de l'agence urbaine. Pas que, non, pas que. C'est des orientations, moi. Non, c'est des orientations. C'est l'agence urbaine qui est responsable, effectivement, des plans d'aménagement de chaque ville, d'accord.
Mais après, c'est des orientations. Hein, c'est des orientations. Je crois au niveau d'un ministère. Je crois que c'est beaucoup plus un ministère, tu vois, je veux dire. Parce que les agences urbaines dépendent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. D'accord ? Après, chaque gouvernement a sa politique. D'accord ? Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ose plus la hauteur. Tu vois, parce que, bon, déjà, on a la tour Mohamed VI à Rabat, hein, qui est quand même une tour qui fait, je crois, presque 120 mètres de haut. C'est la plus haute tour d'Afrique. D'accord ? Voilà, déjà, on a osé faire ça. Donc, c'est déjà, oui, en plus, bon, c'est une belle réalisation, etc. Donc, je suppose qu'il va y avoir d'autres tours. On a à Casablanca, il y a le CFC, où on va bientôt avoir une tour, je crois, de 47 étages ou de 50 étages, hein, qui est fait par un privé. D'accord ? Donc, et puis, la plupart des bâtiments là-bas feront tous 20 à 25 étages, hein, les sièges de banque, etc. Donc, on ose la hauteur. Voilà. Donc, on ose la hauteur, et donc, j'espère que ça va faire des petits, quoi. Hein. Ouais. Parfait. Alors, Alors, monsieur, comme à l'accoutumée de nos épisodes, on demande à l'invité donc, de partager avec nous des livres, des ouvrages qui pourront discuter ou qu'on pourra alimenter à nos auditeurs et à nous-mêmes concernant nos sujets de l'épisode, et notamment peut-être quelque chose qui va parler du feng shui, de la relation entre habitants et bâtiments. Oui. Et surtout des ouvrages qui pourraient cultiver ou donner le déclic de cette fameuse intention dont vous parliez, cette nia. Ouais. Comment on pourrait la provoquer avec de la lecture ou bien des ouvrages ou autres. Oui. Mais peut-être avant de parler de ces ouvrages-là, moi j'aimerais parler du lycée. Le lycée qu'on a construit, on en a parlé un petit peu en aparté avant, pour raconter quand même l'histoire, surtout pour les jeunes architectes. Oui, parfait. Bien sûr, allez-y. Les jeunes architectes, souvent, parce que tu m'as posé une question, comment faire, hein, on a été détourné dans notre discussion. Mais la question, tu disais, comment faire pour appliquer un petit peu les règles de l'obtention du bien-être des habitants quand on commence dans une agence. Chaque projet, en fait, on sait comment il commence, mais on ne sait jamais comment il se termine. D'abord parce que un projet peut être abandonné, d'accord, en cours de route, pour différentes raisons. Il n'est pas autorisé, le promoteur a changé d'avis, il n'a plus d'argent pour le construire, etc. Donc, chaque projet est une aventure dont on connaît le début, mais on ne connaît jamais la fin. D'accord ? Même si on a fait tous les plans, si on a fait les DCE, on a fait les plans d'exécution, etc., en cours de route, il peut arriver à un moment donné, on découvre quelque chose. Dans le sous-sol, voilà, une nappe phréatique, un sol argileux, impropre à la construction, on est obligé de s'adapter. Moi, je voulais un peu parler de l'expérience du lycée d'excellence de Ben Guerir, puisqu'on est à Ben Guerir, pour dire, d'abord, c'est un projet, alors en plus, tous les projets qu'on a, la plupart, 95%, sont des projets qu'on gagne sur concours. C'est très rare. Enfin, je pense qu'il y a des cabinets qui ont encore des projets de gré à gré, d'accord, mais c'est de plus en plus rare, d'accord. Donc nous, c'est un projet qu'on a, le lycée d'excellence, je trouve qu'il a une histoire particulière. Il a des résultats particuliers, d'accord. Il est connu maintenant au Maroc, en France, etc., pour être un lycée d'excellence qui porte des destins vers des très grandes écoles européennes, américaines, etc. Et on peut se dire, tiens, mais pourquoi ? Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, ce lycée, pour pouvoir, en dehors peut-être effectivement d'un staff et d'un environnement pédagogique performant, d'accord ? Mais est-ce qu'au niveau de l'architecture, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que les gens qui rentrent dans ce lycée-là arrivent à performer dans leurs études ? C'est une question. C'est bien de savoir Oui, c'est une bonne question, ça. Votre point de vue, étant architecte, dessinateur du bâtiment. Voilà. Ouais. Moi, j'ai conçu ce projet-là, avec une équipe, c'est sûr, mais alors déjà, il faut savoir que justement, le projet du lycée d'excellence, on a changé 6 fois de terrain. On a changé 6 fois de terrain. Alors, ça peut être un peu contradictoire avec ce que je disais, si tu veux, à chaque fois s'adapter au terrain, d'accord, pour pouvoir continuer à appliquer le programme, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que, justement, à la limite,
peut-être même malgré nous, hein, malgré l'équipe de conception, hein, on est arrivé quand même à un résultat qui, à mon avis, influe quand même le comportement des gens à l'intérieur de ce lycée. Sans doute. C'est que le fait de changer 6 fois de terrain, d'accord, ben, à chaque fois, on a gardé l'essentiel du projet. C'est-à-dire que, oui, je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme si, quand vous voulez faire un costume sur mesure, ben voilà, donc vous le faites, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que le tissu, bon, il n'y a plus de tissu pour faire le pantalon ou les manches, et ben vous êtes obligé de changer le tissu, d'accord, de Mais prendre un vous autre tissu, gardez mais vous gardez, L'esprit est le même. l'esprit est le même, d'accord, et voilà, l'essentiel, l'essence du projet. Et donc le fait d'avoir changé justement 6 fois ce projet, d'accord, pour nous c'était terrible à chaque fois. Parce qu'en plus, on était dans l'urgence. Vous savez, les projets, bon, souvent qui se font à l'UM6P ou dans le cadre de l'ESP, se fait sous forme de fast track, etc., avec une grosse équipe qui travaille dessus. Et donc, ça aurait pu être à chaque fois des catastrophes, des petites catastrophes. Nous, bah, je ne sais pas pourquoi, bon, il y avait ce projet-là, était un projet qui était quand même bien, c'est une Bien bonne reçu. graine, voilà, qui est bien senti, bien réfléchi, etc. Donc, à chaque fois, ça nous a permis, en fait, en changeant de terrain et en changeant de programme aussi, hein, parce qu'on changeait de programme en même temps, le maître d'ouvrage changeait de programme. Et que nous, au départ, on était parti sur un lycée de 600 personnes, de 600 élèves. D'accord. Après, bon, on est parti sur un lycée du jour au lendemain, hein, de 5000 élèves. Je veux dire. Et après, bon, le chiffre s'est stabilisé à 3000 élèves. Je veux dire. Donc, tu vois, ce fait d'avoir, tu vois, de changer un petit peu de gabarit du projet, d'accord, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, ça aurait pu être handicapant. Ouais. Mais nous, avec notre équipe, on a gardé, si vous voulez, l'objectif, d'accord, justement, toujours bien-être, voilà, l'équilibre des sens, tu vois, garder l'essentiel, si vous voulez, de l'âme et l'esprit du projet, de telle manière, si vous voulez, que le fait qu'on ait changé finalement de terrain, de programme, d'orientation, parce que la ville verte était en pleine métamorphose, hein. Une fois, on nous dit l'assainissement va passer là. Après, non, on nous dit, ah ben non, l'assainissement finalement passe là. Donc, il faut tout réorienter, tu vois, au niveau des plans, etc. Mettre plutôt la cuisine du côté de là, mettre les chambres plutôt de ce côté-là. Mais donc, tout ça, ça fait comme si, à la limite, on secouait l'arbre, de telle sorte que les choses qui étaient inutiles, superflues, des problèmes de façade peut-être, etc., disparaissaient pour garder vraiment que l'essentiel. Ouais. Et ne pas, tu vois, toujours tu vois, le bien-être et de l'enseignant et de l'enseigné. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça qui a fait que, à mon avis, le lycée aujourd'hui est quand même performant et surtout produit, hein, ou enfante, entre guillemets, des étudiants, si tu veux, des lycéens qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu des grands concours internationaux. Alors pour les livres, oui, alors encore une fois pour les livres, donc je parlais de Georges d'espace. Perec, Espèce Ouais. d'espace. Moi je pense que c'est un petit livre franchement qui est puissant. C'est vraiment une pépite qui est très importante. Alors le deuxième livre que je pourrais conseiller aussi, vous l'avez sans doute tous lu, il y a quand même 2 livres importants que vous avez sans doute tous lus, c'est la Poétique de l'espace de Gaston Bachelard. Ça, c'est un architecte On l'avait se reçu, doit ouais. de lire ça. Ouais. Justement, comment l'architecture et l'espace habité est vécu comme son alter ego, Ouais. comme un être humain. Hein, comment une cave, un grenier, comment une cuisine, la remise d'une cuisine, une baraque au fond d'un jardin. Tu vois, comment tout ça peut effectivement développer chez quelqu'un, si tu veux, ce sentiment d'appartenance. Encore une fois, bon, en tant qu'architecte, on cherche tous à développer ce sentiment d'appartenance entre l'habitant et l'habité. D'accord ? Donc, la politique de l'espace, à mon avis, c'est un élément important. Et le troisième livre, à mon avis aussi, qui est très important, c'est vous devez l'avoir en bibliothèque, c'est le livre de E.T. Hall, La dimension cachée. Ouais. D'accord. Hein, qui justement relativise un petit peu justement les sensibilités de chacun. Hein, vous êtes américain, moi je suis marocain, on vit l'espace d'une manière différente. On vit la proxémie d'une manière différente et on vit le confort d'une manière différente. Hein.
Un Américain, pour vous dire bonjour, il vous dira bonjour, le bras tendu. Ouais. Et pour lui, déjà, c'est quelque chose de très amical. Ouais. D'accord. Un Marocain, si jamais tu lui dis bonjour comme ça, il se dit, tiens, celui-là, et c'est une insulte presque. Ouais. C'est une insulte. Hein. Et si jamais vous faites ça à un Américain, vous l'avancez vraiment presque au contact, il fera automatiquement un pas en arrière. Ouais. Parce que sa bulle, Personnel, vous la brisez. personnelle, voilà, il va se sentir violé, agressé. Tu vois. Donc, c'est important. Parce que comment vous, en tant qu'architecte, vous allez calibrer les proportions d'un espace. Ben, c'est en fonction, voilà, il faut sentir un petit peu votre bulle, où est-ce qu'elle est. Alors, ceux qui font des arts martiaux savent ce que c'est, hein, cette fameuse bulle. Parce que théoriquement, quand vous êtes dans une situation de défense ou d'attaque, automatiquement, vous allez observer, justement, vous allez sentir, en fonction des bulles et de l'énergie qui s'y dégage, l'hostilité ou pas d'hostilité, ou où est-ce que ça se dirige. Dès que vous sentez, vous allez automatiquement réagir en fonction. Donc, je pense que c'est 3 livres importants qu'il faut lire. Parfait, monsieur. Merci Voilà, beaucoup. écoutez, merci en tout cas de m'avoir reçu dans votre un C'était studio. très agréable. Voilà, c'est toujours agréable. Écoutez, Merci on à se nos dit à une auditeurs. prochaine. À une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à nos auditeurs. On se retrouve, Inch'Allah, dans un prochain épisode. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci À beaucoup. bientôt.